Je jure devant le peuple burkinabé Nous sommes au 29 novembre 2015. Le Burkina Faso s'apprête à rentrer dans une ère nouvelle. L'ère de la liberté et le changement, et c'est fait. Roch-Marc Christian Kaboré est élu par la majorité des Burkinabés, soit 53,49% de voix avec son programme « Bâtir avec le peuple un Burkina Faso de démocratie, de progrès économique et social, de liberté et de justice ». Après son installation officielle, un gouvernement est mis en place avec à sa tête Paul Kabatieba. Ce dernier est appelé à tout mettre en œuvre pour répondre aux aspirations profondes des Burkinabés. La situation d'après l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et le putsch manqué de septembre 2015 l'exigent. Pour fédérer et canaliser les efforts de développement, le gouvernement a imaginé un ambitieux instrument devant servir à construire un modèle économique et social fondé sur une croissance forte, inclusive et durable. Il s'agit du Plan national de développement économique et social, PNDS, capable de remettre les indicateurs et les indices de développement au vert. L'argent, c'est le nerf de la guerre, a-t-on dit. Le ministère de l'économie, des finances et du développement a la charge en termes de mobilisation de fonds, leur gestion et la coordination des projets et programmes pour réussir la politique du gouvernement. Le PNDS doit mobiliser plus de 18 000 milliards, dont 60% au plan interne. Le premier aspect de la vision, c'est le ministère qui est en charge de l'élaboration des politiques publiques. L'élaboration des politiques en matière économique, sociale, en matière financière, globalement. Le ministère a élaboré, bien sûr en coordination avec tous les acteurs, le plan national de développement économique et social. Ça, c'est des questions de moyen terme. La vision 2025, c'est une question de long terme. La question de gestion de l'espace, l'aménagement du territoire, les questions de développement durable, cela fait partie des attributions du ministère. Toutes les questions de politique fiscale, de politique budgétaire, tout cela relève des attributions. C'est pour ça que j'ai parlé de vision. La deuxième mission qui nous est assignée, la gestion rationnelle des finances publiques. Et le troisième mot-clé, c'est la coordination. Et dans cette coordination, il y a le dialogue avec les partenaires techniques et financiers. À l'actif du ministère de l'économie, des finances et du développement, plusieurs outils et technologies sont mises en œuvre et opérationnelles afin d'être efficaces dans la mobilisation et la gestion des fonds. Nous utilisons la facture normalisée. Nous avons été, je crois, dans les premières entreprises impactées par cette nouvelle disposition. Aujourd'hui, en fait, on l'utilise à deux niveaux. En fait, en tant que société fournisseur, nous avons été dans l'obligation d'appliquer sur nos différentes factures un sticker et de tracer d'ailleurs ces stickers dans le système d'information afin de garantir que l'ensemble de nos factures présentent bien l'obligation d'apposition du sticker. Après, le deuxième volet, c'est bien sûr notre relation avec nos fournisseurs. Et la facture normalisée est aussi pour nous une grande garantie sur la qualité, l'incontestabilité des factures qui nous sont adressées et le fait que l'on puisse, sans risque majeur, pouvoir déduire les charges afférentes et la TVA qui nous est facturée. En tant que commissionnaire en douane agréé, Sylvie est venue comme un appoint à notre système de dédouanement. La collecte de documents de pré-dédouanement
par Sylvie est un atout pour nous de facilitation et de transparence dans la collecte de tout ce qui est information par rapport à l'importation ou à l'exportation. Et encore, il va permettre de faire reculer ou de même éliminer ce qu'on appelle la fraude. Si toutes les informations avant les importations sont validées par Sylvie, il va de soi que vous allez recevoir ici une marchandise avec toutes les informations légales pour les importations. Il est facile, dès que ces informations sont dans le système, de le coller aux Sidoniens et de liquider les droits et sortir cette marchandise aussi facilement. Ça réduit vraiment le coût des délais de sortie, du traitement de marchandises. Ça réduit les va-et-vient entre les services. Le désenclavement du Burkina Faso fait partie des priorités du président du Faso. Convaincu que la route du développement passe par le développement de la route, des moyens colossaux ont été déployés pour construire et bitumer des voies, soit pour l'entretien courant ou la mise en norme de certains corridors. Pour ce qui concerne le département que j'ai l'honneur de diriger, c'est une lettre de mission qui se résume à la fois en un programme et en une nécessité, c'est d'accélérer le désenclavement du Burkina Faso. Accélérer le désenclavement intérieur du Burkina Faso en connectant nos villes entre elles, en connectant nos régions entre elles, en connectant les villages, les communes, y compris les communes rurales, avec les centres de production, avec les marchés, avec les centres sociaux de base, comme les écoles, les dispensaires, et en tout cas en connectant véritablement les hommes au Burkina Faso entre eux. Les rêves de bon nombre de Burkinabés depuis les années des indépendances de voir le bitumage des voies de leur localité est devenu réalité. Nous empruntons la voie Kongoussi-Guibo régulièrement. Vraiment, à l'époque, on souffrait énormément. Mais depuis qu'on a appris que le gouvernement a pris la décision d'arranger cette voie-là, alors grande fierté de joie. Nous félicitons les membres du gouvernement qui ont pris cette décision. Et vous voyez, à Guibo, les gens ont marché. Entre les gens ont marché, on barrait la voie à cause de l'état de la voie. Alors le gouvernement a eu l'oreille attentive et il est venu comme il se doit à l'écoute de la population. Donc nous sommes contents de l'action du gouvernement en ce sens-là. La luna sora singa malgré de pierre de wende pierre de tordama la nankanya sabie la suno chet mbeme bodo handa no kende ninga ina tan de bodo ko de wewo loem ninga funde gilibun ko kenna de blesinga wong bili le goudron là seulement. On a entendu ça depuis dans les années passées. Vraiment nous remercions le gouvernement, vraiment ce qu'ils ont fait pour nous. Ça nous encourage beaucoup. On est un peu en retard, mais grâce à le goudron, on va un peu évoluer. C'est vraiment un sentiment de joie qu'on ait ces nouveaux goudrons et puis ces réparations de goudron là. Vraiment ça vaut mieux que les années passées. Plus de combien d'années on a eu avec des promesses et pourtant de simples rénovations qu'on n'arrive même pas à faire. Tiens, la sran qu'on dialain, anyena ko jugu. Poussière kuman sigen sran be ku digeni sangi na jibi seran kan tantalo am tayoromi. Akon bisran glana tiens la on content no akoro. Moambo dalu ka sabar ka bamba ka logo ba côté ni sra bere le glan. Parce que no ma sran be glan ere mai. Sran ko ni nyena ko jugu ajalain. Am do okay ala ka do fara nyeta ka kan. O do lo ban fe ka fai. Afana ka bamba re ko kelen fe be fana ba fo. Aka bamba nga dugun kanye. Une croissance urbaine planifiée et maîtrisée, un accès au logement décent pour tous, telles sont les ambitions du président du Faso dans son programme politique. Le ministère donc de l'urbanisme et de l'habitat a pour mission principale la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d'urbanisme, en matière d'habitat et en matière de construction.
Alors en matière d'urbanisme, c'est la mise en œuvre de notre politique nationale en matière d'aménagement urbain. Aménagement urbain, vous avez des outils. Le premier volet, c'est les outils de planification. Les outils de planification qui sont reconnus au niveau de nos textes au Burkina Faso, c'est les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme, c'est les plans d'occupation des sols, des postes. Donc ces outils-là ont pour but de faire des projections sur l'évolution de nos centres urbains et de planifier les espaces de manière à ce que dans un ensemble, il y ait une harmonie. Le président du Faso s'est engagé d'ici 2020 à faire de l'accès au logement un droit effectif. Pour ce qui est du gouvernement actuel, nous voyons un effort d'abord de donner une nouvelle orientation à l'urbanisation actuelle, chose d'ailleurs que nous saluons positivement, parce que nous voyons que, plus particulièrement ma commune, elle est en plein chantier. Il y a des voies qui sont en train d'être enlevées des caniveaux. Bon, je ne sais pas si ça rentre dans le cadre du programme gouvernemental, mais toujours est-il que c'est visible. Ce n'est pas visible sur les papiers seulement, mais c'est visible sur le terrain. Pour un véritable envol de l'économie, la vision est de tout mettre en œuvre pour faire évoluer le taux de couverture nationale en énergie électrique de 33,32% en 2015 à 80% à l'horizon 2020. Notre lettre de mission porte de façon claire et succincte sur l'accessibilité et la disponibilité de l'énergie. Disponibilité de l'énergie, travailler à augmenter les capacités de production, les capacités de transport, les capacités de distribution pour rendre l'énergie disponible auprès donc du consommateur final. Accessibilité, c'est travailler à diminuer donc le coût de l'énergie pour la rendre donc accessible aux populations. Alors pour la disponibilité, nous avons défini 3 axes. Nous avons d'abord dit que nous allons travailler à ce que nous puissions renforcer le parc de production existant. Donc, premier axe. Ensuite, nous avons dit que nous allons travailler sur le mix énergétique en augmentant donc la part des énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire, dans le bouquet énergétique. Et enfin, pour rendre l'énergie disponible, il est bon de produire en quantité, mais il est aussi bon d'utiliser ce qui est produit de la plus bonne manière, de façon efficace et efficiente. Pour ce qui concerne, par exemple, l'accroissement de l'accessibilité des populations à l'électricité, les communes de Bourzanga, de Nam Sigma, de Bani, de Yalogo, de Tougri et de Pisla ont été électrifiées en 2016 et 2017. Bala ne busugunda magalor ka magate ka tente ton na ya bugumi le wona mana wotonde na kanya ka tonta ya le nyaye tun shuno mane tumna ningira barak na wabne tumna tuna tele mejen ka jugu tip tumna tal panga song han kap tarba mete me wa pabaga tun tar sa mete tumna ya suma parce que na nam sen lote kanya ya le nyame han wan dute ton ya wa ton me tun ningira ya baraka aminye me morgo le yel ko sa fam hamman te wona wola nyore atum ne zugu ta ton song ni ndi fun ka pabaga ba mete ba me pabaga. Le nombre d'abonnés de la nationale d'électricité est passé de 554 611 en 2015 à 618 164 en 2016. Ce bond substantiel s'explique par le fait qu'un accent particulier est mis sur les outils de production. Après l'inauguration de la centrale photovoltaïque de 1,1 MW de Ziga et celle de 33 MW de Zaktouli, d'autres infrastructures de production verront bientôt le jour. Il s'agit de la centrale thermique de 7,5 MW à Fada, les centrales solaires de Koudougou de 20 MW, de Kaya 10 MW. Je suis très animé ce matin
d'avoir assisté à l'inauguration plutôt de la nouvelle centrale solaire à hauteur de 33 MW. Alors, cette énergie de plus va venir renforcer ce qui existait déjà, voilà, pour que la population puisse vraiment en bénéficier. La mini-centrale que vous voyez, ça produit 20 kW crête en termes de puissance électrique. Et en termes d'énergie journalière, ça va produire à peu près 480 kWh. Et donc, ce que vous voyez là, ça peut alimenter tout ce village-là. On a même fait les serres, on a lancé et tout le monde a vu, il y a de la lumière. Courant nanga dugura vraiment a dérangé fo ta teme. Ana fa yere primé, ana fa yere école deun. Parce que tu bi kalanke lampandira, bo ti yel kenyama ka singa kalanke. Mais courant nana sisan do bébé kalan soroka ke limer kenyara. Ana fa primé folo. Ana fa flana fana, ana ke sawbe tu ka du développer. Dans son projet de société, Roch-Marc Christian Kaboré a fait de la bonne santé de la population son cheval de bataille. Pour des résultats à la hauteur des attentes du peuple, des directives fortes sont inscrites dans la lettre de mission du ministère en charge de la santé. Il y a 24 objectifs à atteindre. Nous pouvons les classer en 3 grands domaines. Le premier domaine, c'est tout ce qui tourne autour du pilotage, du soutien, la gouvernance du système de santé. Le deuxième domaine dans lequel on nous a orientés, c'est de travailler à mettre en œuvre le plan national de développement sanitaire, qui a bénéficié d'une révision qui intègre les effets attendus du plan national de développement économique et social pour le secteur de la santé. Et puis la troisième partie, c'est travailler à suivre et à évaluer l'ensemble des activités du secteur de la santé pour juger et rendre compte si on atteint les résultats ou si on ne les atteint pas. Au lendemain de sa prise de fonction, le président du Faso a mis en œuvre un de ses engagements forts, la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Depuis 2016, cette décision politique est mise en œuvre sur le territoire national à la grande satisfaction des populations. Rien qu'en 2017, on estime à plus de 7 millions de consultations et de prises en charge des enfants de moins de 5 ans et près de 550 000 accouchements réalisés, enveloppe mobilisée, plus de 27 milliards de francs CFA. Quand j'étais en grossesse, j'ai tout fait, j'ai pesé, je n'ai rien payé, jusqu'à l'accouchement, tout je n'ai pas payé. En tout cas, je n'ai même pas payé gants, même des médicaments, tout m'a fait cadeau. Chaque jour, il y a de l'influence. Voilà, les enfants viennent. Voilà, les enfants de 0 à 5 ans, les femmes enceintes, c'est la gratuité. Voilà, donc ça fait que réellement ça a augmenté le nombre quand même de consultants de façon considérable. Parce que wakar watun beme, tu ton pas taran na watibe, la on am son ti tibizala bewa, ton wata, ton tipsame, ti bumpayake, ton datan kobachibari. C'est au cours du Conseil des ministres que nous on a appris la nouvelle que cette espèce de Béguédo va devenir CM. Vraiment, ce jour, Béguédo, tout était en joie. Cette nuit, Béguédo, tout le monde n'a pas dormi. Parce que si vous venez vers le 8h à 9h dans notre espèce, vous allez voir que vraiment il doit devenir CMA. Comme la population souhaitait ça, et une nuit ils ont entendu que c'est devenu comme ça, tout le monde était très content.
Et tout le Béguédo remercie le Premier ministre, son gouvernement, Roch, parce que si vous venez vers le 8h à 9h dans notre espèce, vous allez voir que vraiment il doit devenir CMA. Ce projet vient à point nommé. Parce que vu la fréquentation actuelle du centre médical qui enregistre plus de 100 accouchements le mois et plus de 5000 consultations le mois, voilà, il fallait qu'on puisse entreprendre vraiment des travaux d'extension qui va permettre au personnel, voilà, de donner des soins de qualité. Ce que le gouvernement fait pour nous, en tout cas, on le remercie beaucoup, puisqu'il avait pris l'engagement qu'il va travailler. Nous aussi, on a constaté que le Roch travaille. Jusqu'en 2020, il est prévu la normalisation des centres de santé des chefs-lieux de communes en centres médicaux avec des offres de santé multiples. En 2017, par exemple, une quarantaine de ces structures sanitaires ont été normalisées ou sont en cours de l'être. Sur les 240 CSPS prévus pour être construits, 62 l'ont été et le reste le sera en mode PPP d'ici 2020. Le pool mère-enfant aujourd'hui est une réalité dans certains CHR, comme ici à Dédougou. C'est une stratégie qui vise une meilleure prise en charge de l'enfant et de la mère. Le pool mère-enfant, comme vous le constatez, il a l'avantage de rapprocher la mère de l'enfant, donc du bébé. Donc ça permet d'apporter des soins de qualité, des soins intégrés. En même temps qu'on prend en charge la maman, on soigne aussi le bébé. Voilà, donc vous voyez que les deux entités sont ensemble ici. Les efforts du gouvernement en matière de recrutement du personnel soignant vont se poursuivre jusqu'en 2020. En début 2016, le ministère de la Santé disposait de 702 médecins généralistes, 495 médecins spécialistes et en fin 2016, 2471 nouveaux agents ont été recrutés, dont 433 médecins spécialistes et généralistes. En 2017, 13 pharmaciens généralistes, 274 médecins généralistes, 33 médecins spécialistes, et un pharmacien spécialiste ont été recrutés. Le recrutement de 1600 agents de santé communautaire en 2016 et 1600 autres en 2017 aura incontestablement participé à la recherche du bien-être sanitaire de la population. Développer le capital humain, intitulé de l'axe 2 du PNDS, ambitionne de relever les défis du développement durable du pays. Lors de l'atelier national de validation de l'analyse des contraintes à l'investissement privé et à la croissance économique, tenu le 31 août 2017 à Ouagadougou, la faiblesse du capital humain a été relevée par les experts. Le ministère en charge de l'enseignement supérieur a reçu des orientations pour relever ces défis. Les objectifs clairs ont été déclinés. Il s'agissait de faire en sorte que dans le domaine de l'enseignement supérieur, que les lignes bougent, qu'on dote le pays d'un système d'enseignement supérieur de qualité, du point de vue des ressources humaines, du point de vue évidemment des infrastructures et des conditions de travail. Il s'agissait également de faire en sorte que la recherche puisse être conduite également dans les conditions acceptables et de faire en sorte effectivement qu'au niveau de toutes les découvertes, que l'innovation soit à la disposition des utilisateurs de technologies. Il s'agit également pour nous de faire en sorte que l'enseignement soit orienté beaucoup plus vers la professionnalisation. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'enseignement supérieur de la recherche doit participer à faire en sorte que le tissu socio-économique de notre pays soit fondamentalement transformé
et que les unités de production aient l'accompagnement qu'il faut pour produire. Également, nous avions la responsabilité de faire en sorte que l'enseignement scientifique soit développé. À ce titre, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation a transformé 3 centres universitaires polytechniques en universités. Il s'agit de Dédougou, Wayouya et Fadangourma avec des bâtiments pédagogiques R+2 et des restaurants universitaires réalisés. Nous avons eu des salles de cours en plus, nous avons eu des bureaux d'enseignants en plus et même nous avons eu des toilettes pour enseignants en plus. Donc c'est vous dire que ça nous a soulagés dans la planification des cours. On ne dit pas que ça a résolu tous les problèmes, mais je vais dire depuis que nous utilisons ces bâtiments, nous avons un peu plus de fluidité dans la programmation des cours, la programmation des devoirs. J'apprécie vraiment le fait que ces infrastructures ont été réalisées et que on veut que d'ici les années à venir aussi, que d'autres infrastructures soient vraiment mises en place pour la bonne marche de l'éducation burkinabé. Au ministère en charge de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, les défis sont également nombreux à relever. Les missions s'articulent autour d'abord du développement du préscolaire qui est extrêmement faible dans notre pays et dont les bienfaits pour les élèves qui y passent pour les autres niveaux n'est plus à démontrer au niveau scientifique. La deuxième mission, bien sûr, c'est de promouvoir et étendre la gratuité de l'éducation du primaire au post-primaire. Troisième élément de la mission, c'est d'effectiver les dispositions de la loi d'orientation de l'éducation relative à la scolarisation obligatoire jusqu'à 16 ans. Quatrième élément, qui est un élément central dans la politique du chef de l'État, c'est l'orientation de nos jeunes vers l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Et il y a l'avant-dernier élément, qui est tout aussi important dans notre dispositif, c'est qu'à l'ère du XXIe siècle, il n'est plus possible pour nos dispositifs de continuer à travailler sans l'instrument technologique de l'information et de la communication. Donc nous devons également à ce niveau voir comment introduire de façon importante cette technologie de l'information et de la communication dans notre système éducatif. Et le dernier élément, c'est bien sûr cet engagement du gouvernement de rompre avec une certaine gouvernance pour prôner désormais la bonne gouvernance. La résorption des classes sous paillotes est un grand combat engagé dans ce ministère depuis 2016. À cet effet, 1263 salles de classe sont construites sur un gap de 4353 salles recensées en 2015. Pour la normalisation au primaire, c'est-à-dire transformer les écoles de 3 classes en 6, à ce niveau, 1643 salles sont réalisées sur 7250 comme besoin. Au niveau du poste primaire, 310 collèges ont été réalisés pour une prévision de 409. Avec la nouvelle construction de ce bâtiment, vraiment, ça nous avantage plus en milieu scolaire parce que ça nous aide trop. Avant, il fallait se déplacer pour aller en ville, faire des kilomètres pour pouvoir aller étudier. Maintenant, tout ça s'est réduit. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Nous remercions trop vraiment le gouvernement pour avoir fait ça pour nous. Le bâtiment que nous venons de réceptionner est la bienvenue parce que ça permet de pouvoir trouver de la place pour des élèves de notre ville. Étant donné qu'on a beaucoup d'admis, surtout à l'entrée en 6e. Et par moment, le flux au niveau des élèves dans les classes intermédiaires que sont les 5e, 4e, 3e, le flux étant important, le fait qu'on ait ce CG pour ajouter aux 2 grands lycées que sont le municipal et le provincial, ça nous permet de pouvoir non seulement retenir les élèves du quartier sur place, mais aussi de désengorger un peu le trop d'élèves qu'on aurait pu avoir dans nos lycées.
kenan karam ne te sion han ta fa ton batar chen kan ton ken wewe en ton gibir kwa ma yi ko ma pourquoi. La jeunesse burkinabé occupe une place de choix dans les actions de développement du pays. Cependant, cette jeunesse, qui compose plus de 60% des bras valides du Burkina Faso, est face à plusieurs défis, tels le manque d'emploi, le faible niveau de formation, entre autres. Ainsi, le ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle a reçu des orientations politiques pour trouver des solutions à ces problèmes. Il s'agit premièrement de faire en sorte que la promotion de la jeunesse soit une réalité. Cette promotion passe par la formation des jeunes en matière de civisme, passe également par l'éducation permanente de la jeunesse. Et la deuxième grande mission qui nous a été confiée également concerne la formation professionnelle. Faire en sorte que la tendance que nous observons aujourd'hui, qui consiste à voir que seulement 4% des Burkinabés savent à la fin de leur formation pratiquer un métier, que cette tendance soit inversée, que nous ayons plus dans l'avenir, plus de Burkinabés qui sont plus enclins à la formation professionnelle. Donc au niveau du Burkina Faso. Et la troisième grande mission, c'est de faire en sorte que ceux qui sont formés puissent pouvoir s'insérer dans la vie active, puissent pouvoir contribuer à la production des richesses nationales, au développement de l'économie et le développement social de notre pays. La jeunesse, pour qui le problème du chômage est une équation à multiples inconnus, le ministère a mis en route plusieurs projets et programmes afin de trouver solution à cette situation. Le programme d'autonomisation des jeunes et des femmes est un programme du gouvernement du Burkina Faso qui avait été lancé par le Premier ministre le 19 juin dernier. Et à partir du 26 juin jusqu'au 7 juillet, nous avons réceptionné les demandes de projets, des micro-projets. En son temps, on a reçu plus de 100 000 micro-projets pour un besoin de financement de plus de 78 milliards comme besoin de financement. Mais le budget disponible était de 5 milliards 400. Donc il fallait faire un travail pour aboutir à une enveloppe de 5 milliards 400. Alors un travail a été fait et nous sommes aujourd'hui à 13 471 micro-projets qui ont été retenus. Le projet d'autonomisation entend financer pour 3 ans et compte financer 30 000 micro-projets. Notre gestionnaire, il nous a suivis, venu connaître la maison, le coin de l'activité. Donc, après ça, je crois que c'est le lendemain même qu'on nous a remis le chèque. J'étais à la maison, je n'avais rien à faire. Donc, je suis mariée, mère d'une petite fille. Donc, c'était un peu difficile pour moi. Donc, grâce à l'aide du gouvernement, actuellement, en tout cas, je me lève le matin, je quitte la maison, je pars faire mon commerce. Le soir, je rentre chez moi. Je suis très, très contente. On m'a donné le chèque, donc j'ai reçu le chèque, j'allais toucher l'argent. C'est ça que j'ai commencé le travail comme ça. Je remercie l'État beaucoup, ce qu'il a fait pour les jeunes. Donc, on voulait que si on peut penser à les jeunes, pour que les jeunes aussi s'en sortent dedans. C'est ça qu'on les remercie beaucoup. Grâce à cette laiterie, les femmes poulottes qui se promenaient de porte en porte pour vendre le lait ont un lieu maintenant où ravitailler le lait et puis repartir s'occuper de leurs tâches ménagères. Donc, nous femmes qui travaillons à la laiterie ici, je peux dire que c'est un plus parce que nous étions des femmes de ménage à la maison. Et de nos jours, grâce à cette laiterie, nous sommes au nombre de 12 personnes qui travaillons à la laiterie. Et grâce à la laiterie, les retombées que nous gagnons à la laiterie ici, nous participons à la scolarisation de nos enfants. Nous arrivons à faire quelque chose avec cet argent. Dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et l'emploi est indispensable pour qu'émerge une économie moderne basée sur un secteur primaire compétitif, des industries de transformation et des services dynamiques. L'objectif d'ici 2020 est d'atteindre un taux de croissance moyen de 7,7%, de créer 50 000 emplois par an
et de lutter efficacement contre la pauvreté. L'agriculture est le secteur où le gouvernement met les bouchées doubles pour résoudre le problème du chômage des jeunes et de la population de façon générale. À ce titre, j'avais pour mission d'élaborer et de mettre en cohérence les politiques sectorielles qui concernent le ministère de l'Agriculture, en cohérence avec le programme présidentiel. En matière d'agriculture, nous devons aussi élaborer les politiques et les stratégies nécessaires pour développer une agriculture qui permette de booster la production agricole et faire en sorte que l'insécurité alimentaire puisse être vaincue et pourquoi pas ne pas aller à une souveraineté alimentaire. Il y a aussi les aménagements hydrauliques. Les aménagements hydrauliques, justement, doivent concourir à accroître la productivité et pour ce faire, nous devons travailler à faire en sorte que tous les sites qui soient aménageables puissent être faits. L'autre volet, qui n'est pas des moindres, c'est la sécurité alimentaire, le troisième volet. La sécurité alimentaire, nous devons justement mettre en place une politique qui puisse nous amener à maîtriser l'insécurité alimentaire, faire en sorte que notre pays puisse faire face à cette insécurité alimentaire et toutes ces politiques que nous écrivons, que nous puissions les partager avec les bailleurs potentiels qui nous accompagnent et faire en sorte que nous puissions maîtriser cette situation qui est plus ou moins structurelle. Au cours des années 2016 et 2017, un accent particulier a été mis sur les aménagements des bas-fonds et des périmètres irrigués. À ce titre, plus de 9200 hectares de nouveaux bas-fonds, environ 1600 hectares de nouveaux périmètres sont aménagés, plus de 1400 hectares de périmètres sont réhabilités et plus de 800 puits maraîchers creusés. Le gouvernement vient de nous aménager un périmètre de 30 hectares, dont 237 exploitants, 83 femmes qui s'y trouvent dedans pour le travail. Et nous sommes très fiers de cet aménagement qui vient nous aider pour que nous sortions de la pauvreté. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur le site pour les semis de maïs et d'oignons. Pour l'accès des acteurs aux intrants et au matériel agricole, ce sont plus de 32 000 tonnes d'engrais, NPK, urée, DAP, Burkina Phosphate. Plus de 10 000 tonnes de semences améliorées qui sont mises à la disposition des producteurs. En équipement agricole, environ 19 000 charrues et autres composantes, plus de 8 400 têtes d'animaux de trait et enfin 500 tracteurs ont été acquis pour les agriculteurs burkinabés. On a reçu ce matin dans les mains du président du Faso un tracteur tout complet. J'ai reçu un grand sentiment de joie, sentiment de paix. Pourquoi? On en avait besoin pendant des années qu'on ne gagne pas. On est content, pourquoi? Parce que le gouvernement est soucieux de nos problèmes. Et voilà, il a posé un acte louable, concret, pour nous aider à lutter contre cette misère. Nous sommes en train de réaliser en grande partie une production de subsistance et avec ces moyens, nous allons pouvoir mécaniser le système agricole et aider le pays. Parce que n'eût été l'accompagnement du gouvernement, c'est très difficile pour un producteur d'aller s'acquérir un tracteur avec ses propres moyens. Après l'agriculture, le secteur qui occupe une place importante dans le tissu économique du Burkina Faso est sans doute l'élevage. À notre arrivée, effectivement, nous avons eu une lettre de mission en 2016, une autre lettre de mission en 2017,
Mais toutes ces lettres de mission concourent à la réalisation d'une politique gouvernementale, d'une politique qui est issue du programme politique du président du Faso en matière de ressources animales et de ressources halieutiques. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons fondé notre politique dans pratiquement 4 grands programmes d'intervention. Le premier programme, c'est un programme qui consiste à sécuriser et à gérer de manière durable les ressources naturelles. Le deuxième programme, il s'agit d'assurer une certaine productivité et augmenter la production des ressources animales en matière d'élevage. Le troisième programme politique, c'est la santé animale et la santé publique vétérinaire. Le quatrième programme politique, c'est les ressources halieutiques. Nous sommes un pays continental, mais nous avons des plans d'eau. Nous avons aujourd'hui plus de des milliers de plans d'eau. Nous avons près de 200 000 hectares d'eau que nous ne sommes pas encore en mesure d'exploiter de façon efficiente. Et ce qui nous amène aujourd'hui effectivement à empoisonner ces plans d'eau de sorte à ce que notre politique qui est de produire 20 000 tonnes de poissons, par exemple cette année, que ce soit une réalité. Dans le but d'atteindre les objectifs consignés dans la lettre de mission de ce ministère, plusieurs projets et programmes sont mis en route. Il y a entre autres la sécurisation et la gestion des ressources pastorales. À ce titre, il y a eu l'aménagement de pistes à bétail d'une longueur estimée à 1114 km. En pâturage, c'est environ 4800 hectares qui ont été réensemencés. En 2017, plus de 2600 hectares d'espaces pastoraux ont été régénérés et enrichis au centre-nord et au Sahel. Quant à l'opérationnalisation des espaces pastoraux, 110 parcs de vaccination, des aires d'abattage et des magasins d'aliments pour bétail ont été réalisés, des marchés à bétail aménagés également. On est très satisfait aussi de construire la nouvelle parc à Bobo, parce que le parc était carrément au centre-ville. Donc vraiment où on a déplacé le parc maintenant, actuellement on est très satisfait, on est très content, parce que c'est un peu hors de la ville. On ne peut pas mélanger les animaux avec le monde en ville. Le gouvernement a trop fait effort pour que les parcs là, quand on est trouvé là-bas, nous-mêmes on est contents. On est très contents pour aller là-bas, puisqu'il y a beaucoup de difficultés avec nous, avec la route. Si en ville comme ça, les bœufs courent partout, tu sais que, bon, avec la population, c'est pas facile. Le parc de vaccination nous a donné beaucoup de bénéfices, parce qu'il y a beaucoup de maladies des moutons. Comme nous avons gagné le parc là, ça bénéficie beaucoup. Et puis aussi l'ancien parc là, c'est en ciment. Ça blesse les moutons, les bœufs. Mais ça, c'est mieux plus que l'autre là. En ce qui concerne la promotion de l'hydraulique pastorale, les infrastructures en 2016 sont environ 16 boulis, 88 forages pastoraux neufs et 11 forages réhabilités. Il y a des forages, mais cette forage-là, c'est différent avec ces forages. Les avantages de cette forage-là, c'est trop beaucoup. Parce que l'eau là même, c'est très propre. Le forage aussi, si on pompe, ça donne beaucoup de l'eau. Ce barrage-là, c'est de l'or pour nous. Puisque d'abord, ça nous sert beaucoup. Quand vous voyez déjà autour du barrage, il y a la maraîchage qui se pratique. Et vous voyez aussi des animaux qui s'abreuvent. Tout d'abord, le barrage a été réalisé au nom des éleveurs. Mais nous aussi, on en profite pour la maraîchiculture et nous utilisons l'eau aussi à d'autres fins. Le matériel de production se compose de 216 broyeurs polyvalents, 72 motoculteurs à prix subventionné, des brouettes, des râteaux, des fourches et des charrettes qui sont déployées pour accompagner les producteurs. On a reçu de la part du gouvernement l'accompagnement en aliment volaille et un broyeur pour nous permettre de fabriquer l'aliment nous-mêmes. Et cela nous a beaucoup réjouis et ça nous aide beaucoup dans nos activités.
L'eau, c'est la vie, a-t-on coutume de dire. Dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, d'énormes efforts ont été consentis par l'État au cours des 2 dernières années. En matière d'eau potable, les addictions d'eau potable simplifiées AEPS, il y a eu 104 AEPS neufs, 42 réhabilités, soit un total de 146 pour la période 2016-2017. Pour les forages, il y en a eu 2408 forages neufs et 1127 réhabilités au cours de la même période. Man ya doagari panton teka ya una wole ni ya una loki la man baraka simbe pori bi kel songo to sundo ya no wusko la na binge ting so binge poru nda mani kem ni jip ka fan yinge man ya doa wusko ni gendra mba o pourda combien fan kapi sundo ya no wusko. Ce que le ministère a fait pour nous, c'est vraiment un cadeau très important pour la population de là, et plus particulièrement pour la commune rurale de Chourougou, parce qu'on a eu la réhabilitation de la pompe qu'ils ont eu à faire. En tout cas, il y en a beaucoup de forages qui sont gâtés et nous n'avons pas eu la chance d'avoir quelqu'un pour venir aider à résoudre ce problème. Or, pourtant, si on veut bien voir dans ce village, il y a vraiment un grand barrage. Il y a l'eau, mais est-ce que c'est potable? Il y a l'eau, mais ce n'est pas potable. Mais ce qu'ils ont eu à faire, c'est une réhabilitation. Nous-mêmes, on souhaitait, voici le dispensaire, voici l'école, voici le marché. C'est au milieu du village. C'est-à-dire qu'il y a trop de monde. En matière d'assainissement, des eaux usées et excréta, 88 341 latrines familiales et 1896 latrines institutionnelles et publiques ont été réalisées courant 2016-2017 sur l'ensemble du territoire. En termes de mobilisation des ressources en eau, les barrages neufs sont 5 qui ont fait leur mise en eau entre 2016 et 2017. Ce sont Gourgou, Lalé, Bogré, Guiti et Samandeni. Les barrages réhabilités durant la même période sont 6. Bon, asanda morote wala tieni katalab ko patalab ko mafate ko ma sam pam pame. Bon, anam tazo mikidamenti bigning wa yika fanda tumde. Fom hana to mikidam fo me pa ma hanende. Yamanje se kamana tomate lama fama na mo mimi to kom handal fo watenga po fa yikin takade ma mimi to wen hasake yole hede bilifo bata fa sa ka pa mo so me migran fo meten pa ma pa ma zili to sans sakatum. 2 années de mise en œuvre du PNDS sur une durée totale de 5 ans. Mais déjà, des résultats et non des moindres sont à comptabiliser dans les acquis de l'exécutif actuel. Si les acquis sont nombreux, quelques difficultés demeurent. Les difficultés liées au contexte sont celles que vous connaissez, c'est la situation sécuritaire du pays qui est particulièrement difficile. Le pays a subi des attaques terroristes à fréquence assez élevée au cours donc, des 2 dernières années. Et donc, la réponse à ces attaques-là constitue aussi autant donc de possibilités de dépenses dans les secteurs sociaux qui sont donc déplacés de ces secteurs sociaux, des investissements productifs pour, si on va dire comme ça, pour les dépenses donc de sécurité et de défense. Au niveau technique, il y a des difficultés quant à l'accélération donc de ce qu'on appelle les études préparatoires des projets. Donc, ce sont des aspects techniques qui peuvent aussi entraver la capacité de mobilisation de certains financements, notamment les financements des partenaires, les financements aussi de partenaires publics et partenaires privés. Malgré les difficultés rencontrées par les acteurs dans la préparation des projets,
le Burkina Faso poursuit sa marche vers le développement et continue de forcer l'admiration au plan international. Au cours donc des 2 premières années de mise en œuvre, la deuxième n'est pas encore terminée. L'évaluation globale de mise en œuvre interviendra à la fin de l'année 2018 à travers ce qu'on appelle l'évaluation à mi-parcours. Mais globalement, le taux d'exécution des actions programmées en 2017 est satisfaisant. Il est peut-être trop tôt de parler de bilan. À mi-chemin, il faut reconnaître qu'il y a déjà des acquis palpables. Rendez-vous est donné en 2020 pour un bilan global de la mise en œuvre du PNDS découlant du programme présidentiel. À cet effet, tout un chacun, digne d'homme intègre, quel que soit son niveau, son domaine d'activité, son genre, sa classe sociale, peut et doit apporter sa contribution, aussi modeste soit-elle, pour un Burkina Faso qui gagne et qui avance malgré les difficultés. La réussite dans la mise en œuvre du PNDS sera le fruit de l'engagement de l'ensemble des acteurs, tel que voulu par le président Roch Marc Christian Kaboré.